Nous sommes repartis et cet après-midi est consacré au constat. Je voulais simplement attirer votre attention sur un document que vous connaissez tous bien sûr, qui est un document que nous avons sorti en novembre dernier, pour lequel nous avons demandé des témoignages aux parents et aux professionnels. Il y a 70 témoignages, c'est plutôt un document qualitatif que quantitatif. Mais si vous avez le cœur vraiment bien accroché sur les constats, je vous conseille vivement de regarder ce document que nous avons appelé « Polyhandicap, polydésespoir ». 4 parties, les parents des enfants, les parents des jeunes adultes en amendement Creton, les parents des adultes et les professionnels. Vous pouvez le télécharger sur le site du GPF sans difficulté. Et je vous souhaite une bonne lecture et je passe enfin la parole à quelqu'un d'autre, à savoir au docteur Catherine Brice, qui anime cet après-midi notre partie Constat. Bien. Bonjour, alors on va essayer de rester dans les temps et de travailler cet après-midi sur les constats sur la situation actuelle dont on connaît tous la grande difficulté. On est volontairement et résolument, on a décidé de rester positif, c'est-à-dire d'ouvrir le champ des possibles. Mais pour ouvrir le champ des possibles, il faut connaître l'état des lieux, il faut avoir une idée de la problématique actuelle, qui n'est pas forcément la même problématique qu'il y a 50 ans, comme on en a abordé ce matin, qui n'est pas la même problématique qu'il y a 20 ans, où un certain nombre de choses avaient été mises en place, et qui n'est pas non plus la même problématique que demain, puisqu'on a vu que l'Europe envisageait différentes approches. Donc, avant d'ouvrir les discussions qui, je pense, seront assez importantes à la fin de cet échange, il nous a semblé important d'avoir l'avis, le témoignage d'une famille, et en l'occurrence, c'est Monsieur Chénaud qui va parler au nom en son nom et en celui de son épouse, qui sont les parents de 2 jeunes jumelles, dont âgées de 19 ans, si je ne me trompe pas, vous me corrigez, et dont l'une est porteuse d'un syndrome de Rett, donc toute peut-être la découverte, mais aussi les problématiques de cet accompagnement, particulièrement actuellement. Alors, il nous présentera aussi le travail qu'il a pu faire avec la production d'un manifeste, le manifeste des parents aidants, dont il va vous parler dans sa belle région de Nantes, c'est cela ? Je vous passe la parole. Mesdames, Messieurs, je tiens avant tout à remercier Marie-Christine Thézenas et le groupe Polyhandicap France de nous avoir invités à exprimer notre engagement familial. Car je témoigne aujourd'hui en tant que papa d'Alice et je parle aussi au nom de Louise, sa sœur jumelle, et de Valérie, ma femme. Je souhaite aussi exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance aux nombreux professionnels du médical, paramédical, du médico-social qui nous accompagnent pour offrir à Alice épanouissement et espoir. Et je remercie les associations, les amis et notre famille pour leur soutien inépuisable. Donc, le polyhandicap est une intrication de pathologies qui en font quelque chose de complexe, toujours en évolution, et qui induit une dépendance immense, voire totale, pour les personnes qui en sont atteintes. Cependant,
Au cours de notre expérience auprès de notre fille, j'ai pu constater que malgré l'incapacité à se mouvoir ou l'absence de langage, qu'elle était capable de transmettre une émotion, une joie et surtout une envie de vivre, comme un remerciement à l'adresse de ceux et celles qui l'accompagnent. Cette récompense a un prix, sa dépendance totale et sa vulnérabilité. Ces besoins complexes et considérables interdisent toute approximation, toute erreur, toute absence et nécessitent un engagement inconditionnel de jour comme de nuit, de notre famille et des professionnels. Un tel niveau d'exigence influe sur tous les pans de la vie quotidienne, professionnelle et affective, et fragilise les structures, même les plus solides. Ce témoignage n'est pas que le nôtre. Il est celui de tous les parents, toutes les familles concernées par le polyhandicap et qui se débattent seuls face à des difficultés domestiques, administratives, affectives, financières, sans parler de leur propre santé reléguée au rayon des accessoires. Donc Alice, aujourd'hui, Alice a 19 ans. Elle est atteinte d'un polyhandicap génétique sévère et dégénératif, le syndrome de Rett. Elle est fragile, vulnérable et totalement dépendante pour les gestes du quotidien. C'est vers ces 20 mois qu'Alice coupe soudain tout lien avec l'extérieur et perd petit à petit ses acquis. Elle ne parlait plus, ne souriait plus, s'agitait et criait en permanence. Pendant 3 ans, nous n'avons pas eu de câlin. Elle était seule dans son monde. Alice ne dormait que 20 minutes toutes les 4 heures. Donc, il a fallu s'adapter. S'adapter, on a pris le modèle des marins qui, quand ils partent dans leur croisière, ils dorment, c'est des quarts, on appelle ça des quarts. Donc eux aussi ont réussi à s'adapter. Donc on se compare à des marins. On a fait un tour du monde de 3 ans, magnifique, Magellan, fatigant, épuisant. Donc il a fallu aussi adapter toute notre activité professionnelle. Donc Valérie avait arrêté, donc avec les jumelles, donc Valérie avait déjà arrêté son travail. Moi, j'étais là, je dis, je ne peux pas laisser Valérie toute seule à gérer Alice et Louise, ça va exploser. Donc j'ai dit, voilà, bon, je vais mettre entre parenthèses mon activité professionnelle et rapidement, tant bien que mal, on pourra repartir. Mais bon, ça a été plus mal que bien. Donc, en tant que régisseur dans l'audiovisuel, je travaillais sur des tournages de films publicitaires. Voilà, j'ai rapidement compris qu'on ne pouvait plus en faire. J'en ai fait 1, 2. J'ai dit stop, c'est moi qui vais laisser ma peau. Donc, j'ai arrêté de travailler. Il y avait quelques réserves, donc ça nous a permis de tenir. Donc, s'occuper des filles, ça a été s'occuper de Louise et d'Alice, puisque là, on avait un miroir, c'était des jumelles, miroir déformant. Donc, comment gérer le bien-être de Louise, Alice, on voyait bien que c'était compliqué, qu'on allait au-devant. On s'est retrouvés au CHU de Nantes, où on a passé un scanner. Heureusement, notre médecin généraliste, qui est aussi un vieux copain, m'a dit, écoute Jean, quand tu vas arriver au CHU pour passer ton scanner, il y aura certainement la police présente. Bon, voilà, il suspecte un bébé secoué. Je dis merci de m'avoir prévenu, parce qu'effectivement, la police était là, donc c'est toujours assez impressionnant, ça fait un peu flipper, mais bon, ils font leur travail, je suppose que c'est normal. Et donc Alice, on a commencé à aller voir donc, tout ce qui est établissement, structure, sortie de la PMI, le CAMS. Ça a été tout ça un petit peu particulier. Donc on s'est retrouvé dans l'établissement, l'hôpital de jour, qui était de notre secteur. Ça ne s'est pas bien passé du tout. C'est vraiment très mal passé. On a été jugé, on a été par le psychiatre. Il ne proposait rien pour Alice. Ça ne s'adressait même pas à Alice. Donc c'était aussi simple que ça. Donc ça a été très compliqué. Alors là encore, bon, on a de la chance d'avoir ce copain
qui avait de la bouteille sur Nantes. Et donc a appelé la psychiatre et on a pu changer d'hôpital de secteur, d'hôpital de jour, où là effectivement ça s'est plutôt mieux passé. Il y a eu une prise en charge d'Alice de 3 matinées. 3 matinées qu'on passait à dormir, mais il fallait aussi faire les courses, fallait faire, voilà, on a réussi. Mais ces 3 matinées nous ont permis de rentrer en contact aussi avec les professionnels qui allaient s'occuper d'Alice. Et ça, c'était important, de voir comment eux, ils envisageaient les choses. Il n'y avait pas de diagnostic, c'était une errance, on était sur du trouble envahissant du développement. C'était tout ou rien, c'était compliqué. Je dirais que les seules personnes qui nous offraient une possibilité de faire quelque chose, c'était des associations avec des méthodes telles ABA, Padovan, mais ils avaient beaucoup de certitudes. Et c'est quelque chose qui me... Alors là, moi, des certitudes quand on est sur de la maladie, sur dans l'état où était Alice, ces certitudes, j'y croyais pas. Donc on a vite abandonné toutes ces méthodes. Et donc, voilà, mais tous les gestes du quotidien étaient compliqués. C'était épuisant, exténuant. L'habiller, la toilette, manger. Mais on ne pouvait pas rester sans rien faire. Alors bon, un jour, je me suis dit, tiens, on était au début de l'année, préparons la fête des mères. C'était ce week-end, donc. Mais préparons la fête des mères. Alice avait 3 ans, venait d'avoir ses 3 ans. Et je me suis dit, ça y est, je ne travaillais plus, les finances, les machins, on va faire un tableau, on va peindre. Et j'ai été acheter du matériel, j'ai pris Alice sur moi, je l'ai serrée, vraiment serrée très fort, puisqu'elle se débattait, on ne pouvait pas la tenir. J'ai pris sa main et on a fait des traits. On a fait des traits, ça a duré 2 minutes. C'est parti en live. Donc, et le lendemain, j'ai recommencé, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et un jour, je crois que c'était passé 3-4 mois, je vais chercher le matériel, et en revenant, Alice vient vers moi et m'enlace. Et là, je peux vous dire que j'ai pleuré comme un bébé. C'était une émotion, une puissance. Ça a été vraiment très peu lent, mais ça a été fondateur de la manière dont on allait s'occuper d'Alice. C'est-à-dire l'écouter, elle, lui proposer des choses. Et puis c'est l'émotion. Donc l'émotion, c'est la confiance. C'est comment rentrer en confiance avec elle. Voilà, ça a été ce cheminement. Et donc avec Valérie, on s'est dit, voilà, c'est certainement là-dessus, de la douceur, voilà, essayer au maximum de lui apporter ce qu'on peut lui apporter, un peu de bonheur. Même si à l'époque, c'était extrêmement compliqué. Et puis arrive le 3e rendez-vous chez le généticien. Donc les 2 premiers n'avaient absolument rien donné. Bon, voilà, ouais, non, Alice, bon, compliqué. Donc on n'avait on se faisait aucune illusion sur l'issue de ce rendez-vous. Et la sœur de Valérie lui demande, tiens, est-ce que tu peux venir me donner un petit coup de main? Donc je lui dis, vas-y, attends, de toute façon, on va revenir et ça n'a rien changé. On a 81% de chances qu'il n'y ait jamais de diagnostic, donc prends-toi pas la tête, va avec ta sœur. Puis voilà, donc je pars tout seul au CHU avec Alice. Et le généticien donc, vient nous chercher, et là il voit Alice. Et je rentre dans son bureau, et il me dit, écoutez, monsieur Chénaud, voilà, je pense savoir ce qu'a votre fille. Donc là, bon, je dis très bien. Il me dit, oui, c'est un syndrome de Rett. Donc pour moi, totalement inconnu, et machin, il dit, elle sera polyhandicapée. Bon, le mot polyhandicapé, là non plus, n'avait aucune signification pour moi. Et là, bon, il rentre dans les détails. Plus il rentre dans les détails, moins j'entends, et plus je suis totalement dans le flou. Bon, je ressors du rendez-vous très tourmenté, et je vais voir Valérie. Et là, je m'écroule, et elle me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui explique tant bien que mal, je
mélangeais tout, j'étais perdu, donc elle n'a pas bien compris. Et là aussi, ça a été fondateur de quelque chose, c'est-à-dire qu'avec Valérie, on s'est dit, plus jamais il y aura un rendez-vous tout seul. C'est-à-dire tous les rendez-vous, depuis, on les a fait tous les deux. Tout ce qui tourne autour d'Alice, on les a fait tous les deux. Quel que soit... voilà, donc moi, pour le coup, j'ai adapté le travail, c'est-à-dire que je travaille la nuit dans un musée, dans les réserves d'un musée, je surveille. Donc, c'est pas un travail très compliqué, c'est beaucoup de présence. Donc, ce qui me permet aussi, j'ai gardé mes vieux souvenirs, là, vous vous rappelez de marin. Donc, je fais mes petites pauses. Donc, voilà, ça me permet dans la journée d'être au taquet, de pouvoir s'occuper d'Alice et d'aller voir les médecins. Voilà. Donc, tout ça, ça a été fondateur de quelque chose qui est toujours aujourd'hui présent. Donc, voilà, ça a été... Ça, après, on est passé par la MDPH, les demandes où là, Alice avait 5 ans et je ne sais plus combien, quelques mois. On fait une demande auprès de la MDPH puisqu'il y a un médecin qui travaillait dans un établissement qui était un IME. Alors, je me perds toujours avec ces trucs, mais il me semble que c'était un IME et connaissait le syndrome de Rett, m'a dit voilà, nous on veut s'occuper d'Alice, machin et tout. Donc je dis bah, très bien, au contraire, là c'est du bonheur. Et donc on fait un dossier, une demande auprès de la MDPH, donc demande refusée. Donc, et on demande, mais pourquoi votre demande, l'établissement est prêt, machin et tout. Il dit, Alice n'a pas 6 ans, aura pas 6 ans en septembre. Je dis, oui, non, elle n'aura pas 6 ans, effectivement, elle va avoir 6 ans dans l'année. Là, il y a une place qui est libre, on ne sait pas si derrière. Il me dit, oh, c'est comme ça, on ne peut pas faire d'exception, machin et tout. Bon, après, j'ai des vieux réflexes qui sont remontés. En tant que régisseur, il faut toujours trouver des astuces, des machins pour un tas de choses. Donc là, je me suis dit, hop, j'appelle donc la MDPH, je leur ai dit, écoutez, voilà, c'est comme vous pouvez le savoir, dans le dossier c'est marqué, je travaille comme régisseur, j'ai beaucoup de connaissances dans ce monde-là. Donc, on habite à côté de la mairie qui est tenue par Jean-Marc Ayrault. Donc, je pense que le représentant de TF1 du 13h va venir faire un reportage sur la rentrée d'Alice dans l'école primaire avec sa sœur jumelle, machin et tout. Là, ça a dû leur poser. Le lendemain, on avait la notification, machin et tout. C'est fondateur là aussi, parce qu'on comprend que finalement, si on suit ce qu'ils vous disent... c'est un peu compliqué, il faut se battre. Donc voilà, donc Alice, tant bien que mal, est rentrée donc, dans cet établissement. Et là, il y a eu un vrai travail qui était vraiment très intéressant avec le psychiatre, je le cite, hein, c'est René Tuffreau, c'était vraiment c'est toujours quelqu'un de très bien, mais il a arrêté de travailler, c'était pour ça, il est à la retraite. Donc, 3 mois après donc, être rentré, d'avoir le diagnostic, tout ça est arrivé un petit peu en même temps. Au mois d'octobre avait lieu à Paris un colloque mondial sur le syndrome de Rett. On s'est dit, bon, allez, on est au taquet, on y va. Là, on ne savait pas trop encore le syndrome de Rett, ce que ça impliquait et compagnie. Donc là, au moins, on va être servi. Et on en parle donc à ce médecin. Il me dit, attendez, moi, je vais vous envoyer avec vous. Je vais d'abord lui demander, mais l'éducateur référent d'Alice, comme ça va vous permettre de voir les choses ensemble et de savoir ce que vous allez pouvoir mettre en place avec Alice. Donc, c'était Hervé. Il est venu passer le week-end avec nous à Paris. On a fait les trucs. C'était très dur parce que, bon, là, on parlait du polyhandicap à l'âge adulte, syndrome de Rett à l'âge adulte. Nous, Alice, elle avait 6 ans, mais bon, elle avait même pas 6 ans, elle avait 5 ans. Donc voilà, ça a été... Mais là aussi, c'était très intéressant parce que là, on a commencé un partage avec l'institution. Donc voilà, et pendant ce temps-là, on avait quand même une autre problématique qui était notre Louisette, enfin Louise, qui, elle, quelle place elle pouvait trouver dans cette famille avec sa sœur qui prenait quand même beaucoup de place. Et Louise, qui devait suivre
cours normal de la vie. Donc on est là, donc 5-6 ans, oui, donc je ne sais plus exactement ce que on est, enfin on rentre en primaire. Et là, Louise a décidé d'attendre sa sœur. Je peux vous dire qu'on était mal barrés là, parce qu'on se dit, si elle attend sa sœur, ça va être compliqué. Donc, il y a eu 2 mesures. La mesure, justement, encore de René Tuffaut, qui dit à Hervé, écoute, tu vas aller expliquer en classe ce qu'est la différence. Pourquoi Louise, elle attend sa sœur, mais pourquoi aussi les autres élèves, elle était toujours en retrait. Louise était toujours en retrait, elle donnait la main à la directrice, elle n'était jamais en contact avec les autres. Donc, et Hervé est venu à expliquer ce qu'était la différence. Un crayon, c'est les mêmes crayons, il y en a un qui écrit bleu, l'autre rouge, et ainsi de suite. Dans la famille, tout le monde a quelqu'un qui a un handicap, sourd, ça, là, paf. Donc, ça a ouvert la discussion. Mais on a bien senti que chez Louise, c'était plus profond que ça. Donc, on a pris la décision radicale de la changer d'école. Mais là encore, c'est compliqué, parce que changer d'école, de secteur, machin et tout, ça a été une vraie galère. Mais bon, on a réussi. Et Louise a pu a pu poursuivre, tout du moins acquérir oui, et s'intéresser et être dans la vie, c'est-à-dire voilà, être proche. Donc, tout ça a été fondateur de ce qui, derrière, nous a ouvert sur le monde du handicap, du polyhandicap, ce qu'il fallait mettre en place, comment il fallait mettre en place. Et c'est surtout, ça a été de se dire, il n'y a que la communication. Et comment on peut communiquer si ce n'est que par l'émotion? Puisque Alice, c'est par l'émotion. Et quand on a des problèmes de communication, l'émotion est vraiment un vecteur qui finalement est merveilleux, puisque là, on rentre dans du positif. Il peut y avoir une communication négative, une communication positive, mais c'est compris de tout le monde. Et je dis, tiens, on va s'en sortir. Donc voilà, donc, dans l'IME, Alice n'avait plus sa place parce qu'est arrivée donc l'épilepsie, où là on est rentré dans le polyhandicap. Si avant elle était dans les troubles envahissants du développement, là on rentrait vraiment dans elle a arrêté, donc elle ne marchait plus, il n'y avait plus rien. Donc ça a été le changement d'établissement. Donc elle a intégré un établissement, donc un IPAP, donc maintenant c'est EEAP, donc qui là s'occupe que d'enfants polyhandicapés. Mais c'était un établissement qui sortait d'une période très troublée. Médecin, enfin bon, il y avait une grande, comment on peut dire, en restant, en fait c'était le bordel. Donc plus personne s'entendait, plus personne communiquait, c'était. Et vous déboulez là-dedans, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de faire avancer les choses. Et je dis, la seule chose, c'était de voir, j'avais entendu parler des CVS, machin et tout, donc voilà, je dis, tiens, le CVS, plus personne, il n'y avait plus de président, ça avait explosé ça aussi. Donc j'ai dit, écoutez, voilà, on va relancer le CVS. Et puis je dis, en même temps, il va falloir, le CVS c'est bien, mais j'ai intégré le conseil d'administration de l'APAGE 44, qui est l'association gestionnaire donc, de cet établissement. Donc j'ai fait les deux, et il s'est passé quelques mois où j'ai pris mes marques, essayer de savoir, et aussi faire un mercato, parce que j'étais un peu tout seul, donc hop, j'étais prendre à droite, à gauche des parents qui voulaient bien encore faire quelque chose. Beaucoup avaient démissionné, et donc voilà. Et arrive mon premier conseil d'administration à l'APAGE 44, et donc avec présentation des nouveaux, on était 3, bon, très bien. Après, il n'y avait qu'un seul point à l'ordre du jour, c'était la reconstruction du siège social. Donc le président nous fait tout son plan architectural, plan financier, donc développe tout le projet. Et on arrive à la fin de truc, il dit voilà, bon, on va voter pour cette résolution. Et puis il y a quelqu'un qui lui dit attendez, il y a peut-être des gens qui ont des questions à poser. Timidement, je lève la main. Je me dis bon, c'est ma première intervention.
Et il y avait oui, entre 15 et 20 administrateurs. Donc je regarde le plafond, je suis comme ça, donc les gens ont commencé à se dire, il est un peu fêlé celui-là. Et puis au bout de 10 secondes, je leur dis, voilà, je regarde le plafond, je n'ai pas l'impression qu'il va me tomber sur la tête. Par contre, je vous invite tous à venir dans l'établissement qui accompagne les enfants les plus fragiles, dont s'occupe la page, et je peux vous assurer que vous ne regardez pas pendant 10 secondes le plafond. J'ai vu le président prendre sa petite mallette, la ranger et la mettre. Voilà, il savait que son dossier était un peu foutu et il dit voilà, bon, il a fallu derrière au CVS, dit voilà, on a un projet, c'est la reconstruction de l'établissement pour nos enfants. Et avec la directrice qui venait de changer, donc on a tous les deux milité pour ça. On a été voir les sénateurs, tout le monde pour essayer de gratter un peu d'argent dans ce qui reste de leur cagnotte. Et normalement, on a récupéré 200 000 euros. Donc on a été voir la part. On dit voilà, on a démarré le travail. À vous de continuer. C'est vous l'association. Et l'établissement est presque fini. Je dirais que là, les premiers enfants, je crois qu'ils vont rentrer au mois de décembre, janvier, ou dès septembre, et tout le reste sera fini au mois de septembre, enfin au mois de janvier. Je suis vraiment très content. C'est un bel établissement qui intègre beaucoup de choses nouvelles, qui se raccroche à la masse d'à côté. Tout n'est pas gagné parce qu'on ne rentre pas encore dans ce dont on va pouvoir parler tout à l'heure, l'âge adulte. Mais enfin bon, là c'est un peu plus tard. Donc, mais ça a vraiment permis aux familles de se remobiliser pour l'établissement. Donc, il y avait toujours dans cet établissement problématiques avec les médecins, le médecin de l'établissement ne s'entendait pas avec les éducateurs. C'était aussi très compliqué pour nous en tant que parents avec ce médecin, certes très bien, mais qui avait pour enjeu, c'était le bien-être de l'enfant à tout prix. Mais il y a un moment, le bien-être, oui, on est tous d'accord qu'il faut du bien-être, mais il faut aussi stimuler nos enfants. Ce ne sont pas des enfants qui restent inertes et on repasse. Donc, pour nous, ça semblait totalement... Donc, on a eu plusieurs contacts avec ce médecin que j'avais déjà rencontré dans d'autres circonstances. Donc, ça a été aussi une manière de pouvoir discuter plus librement avec ce médecin sur les méthodes, sur la façon dont on allait pouvoir faire évoluer l'établissement. Bien évidemment, ça remettait un petit peu en question ce qu'elle avait fait jusqu'à présent. C'était un petit peu compliqué. Donc, mais bon, derrière, voilà, il y a eu un autre médecin, puisqu'elle a décidé d'arrêter. Et plus progressiste, plus dans l'envie de répondre aux besoins et aussi aller de l'avant vers le... Il reste moins de 10 minutes. Bon, eh ben on va essayer de faire vite. Je ne pensais pas que ça allait prendre autant de temps, mais je parle peut-être trop. Donc voilà, c'était une des raisons qui nous a aussi amené avec le CVS à organiser une soirée de toutes les familles d'enfants polyhandicapés de Loire-Atlantique. Parce qu'on avait une problématique, c'est 4 établissements, 4 âges différents, 4 façons différentes de voir l'accompagnement, externat, internat. En gros, il n'y avait pas beaucoup d'autres projets. Et 4 établissements gérés par 4 associations gestionnaires différentes. Donc j'ai émis le désir de rencontrer les autres présidents des établissements concernés, des CVS, et ça a été très compliqué. J'ai mis 9 mois, je crois, à voir tous les numéros de téléphone et ainsi de suite. Et donc on a organisé une soirée qui a eu vent auprès des associations gestionnaires qui se sont dit hop, là ça sent la fronde, alors que ça a été au contraire quelque chose qu'on voulait positif. Mais ils se sont mis dedans, ils ont eu
peur, je ne sais pas de quoi. Mais en tous les cas, ils ont eu un petit peu peur. Et donc, on a dit, mais nous, vous êtes les bienvenus. Bien au contraire, la seule chose, c'est qu'à l'intérieur du bâtiment, il n'y a que les familles qui parlent. Si vous voulez parler, vous avez le parking. Par contre, ne vous inquiétez pas, en fin de réunion, vous aurez 20 minutes pour parler. Et donc, on a laissé la parole aux familles. Et en fait, j'ai démarré cette soirée par juste, voilà, aujourd'hui, Valérie n'est pas avec nous parce qu'elle est hospitalisée. Donc tout le monde, ah bah, qu'est-ce qu'elle a Valérie, qu'est-ce qu'elle a Valérie? Je dis non, elle est hospitalisée parce qu'elle accompagne Alice. Donc, et en fait, ça a libéré la parole de tout le monde. Tout le monde a dit, voilà, on n'a pas parlé de... Merde, pardon. On n'a pas parlé de soi, mais on a réellement été dans le fond des problématiques des familles, de leurs ressentis. Et donc on en a fait derrière un manifeste, qui est le manifeste des enfants polyhandicapés de Loire-Atlantique, écrit par les familles. Il y en a sur la table, j'en ai d'autres. Si ça vous intéresse, ce sera bienvenu. Donc là aussi, ça a été un élément intéressant, fondateur de changement auprès des familles. Et l'établissement, qui était un établissement un peu fermé, qui était un établissement qui, au contraire... tous les parents craignaient cet établissement, est devenu finalement un établissement où on a pu discuter, on peut discuter, où les familles sont les bienvenues, et c'est ouvert. Et là, on a encore eu une très belle, un très bon moment. Ça a été la Covid qui, d'un seul coup, a mis tout le monde par terre. On s'est tous retrouvés complètement démunis, un peu perdus, et d'un seul coup, l'IPAP, l'établissement ferme. Donc là, ça a été avec la directrice, on organise un CVS. Qu'est-ce qu'on fait? On était tous un peu perdus, donc c'était au téléphone, donc on avait du mal. Et il dit, il va falloir trouver un autre mode de communication, parce que là, c'est compliqué. Donc, paf, 8 jours après, on refait un autre CVS en visio. Et ce serait intéressant d'avoir que les parents puissent se sentir concernés, que vous soyez concernés par ce que deviennent ces familles, que deviennent les enfants. Donc il serait intéressant que les éducateurs référents de chaque enfant appellent les familles, tous les jours si elles le veulent, une fois par semaine, peu importe, voilà. Qu'il y ait aussi deux lits d'urgence mis à disposition des familles. On ne sait pas ce qui peut arriver. À l'époque, on ne savait rien. C'était quand même... on n'emmenait pas large. Donc, voilà, qu'il y ait deux lits d'urgence mis à disposition. Ça a été fait. Ça, c'est la page qui a dit il y a un internat, on met 2 lits. Et proposer aux familles leurs besoins. Ils ont peut-être des besoins tout bêtes qu'ils ne peuvent pas assouvir. Il y a des mamans toutes seules. Comment elles font pour gérer tout ça, aller faire les courses, se mettre à disposition. Hop, tout ça, ça a été fait. Et toutes les semaines, on a fait, je ne sais plus, je crois que c'est 14 CVS. Donc, pendant cette période. Et quelque part, ça nous sortait, nous aussi, de cet enfermement. On s'est retrouvés, on était contents de se retrouver, de parler, d'être... Mais c'était un très, 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 très beau moment. Et puis voilà, donc ça s'est passé. Et derrière, j'ai dit, voilà, moi je passe la main. J'ai été président pendant 7 ans. La directrice, tout le staff administratif de l'établissement arrêtait. Fatigué, épuisé, tout le monde était un peu épuisé. Donc, dit, passons la main, il va y avoir un nouvel établissement, une nouvelle directrice, donc un nouveau président de CVS. Je reste au CVS pour faire le partage, mais c'est parti sur une nouvelle dynamique, j'espère. Et puis, pour Alice, c'est aussi une autre dynamique, puisque c'est l'arrivée donc, à l'âge adulte, elle a 19 ans. Donc là se pose la question, qu'est-ce qu'on va faire pour Alice? Aujourd'hui, en Loire-Atlantique, enfant, il y avait le choix, soit être en internat, soit en externat. Donc c'était quand même extrêmement compliqué. Beaucoup de familles
parlent d'abandon, quand ils se sentent obligés d'abandonner leur enfant qui est en internat. Nous, en tant que famille, en externat, on parle de précarisation. Moi, j'ai arrêté de travailler pour faire autre chose. Voilà, on se précarise pour pouvoir s'occuper de nos enfants. Les autres familles ont l'impression de les abandonner. Je veux dire, est-ce que c'est réellement ça, ce qu'on entend d'une société inclusive? On s'est tous posé la question, on en a parlé, effectivement, abandonner une famille, abandonner un enfant, précariser une famille, est-ce que c'est ça l'inclusion? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens? Et donc, j'espère qu'on va trouver rapidement, parce qu'on n'a pas le droit de dire, voilà, on a le droit de vivre. On n'est pas là que pour une survie. Donc, c'est le grand problème d'aujourd'hui. L'âge adulte, dans notre département, en tous les cas, il n'y a rien. Il n'y a rien, des masses, pas équipées, puisque nos enfants, Alice, auraient dû mourir avant l'âge de 15 ans. C'était ce qui était prévu au départ. Je pense que le médico-social, tout ce qui est les médecins, je pense qu'on y est peut-être aussi un peu pour quelque chose. Tout ça a fait une évolution de vie pour Alice positive. Nous, on se pose la question, qu'est-ce qui manque pour que tout ça puisse évoluer? Est-ce que c'est les associations gestionnaires qui doivent, elles aussi, aller dans ce sens de trouver des solutions pour qu'on puisse avoir une vie normale, une reconnaissance, parce qu'on a besoin de reconnaissance. On est des familles où on a des enjeux incroyables. Un enfant polyhandicapé, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Donc il faut qu'on ait, dans cette reconnaissance, on arrive dans la gestion, dans tout ce qui est gestion du quotidien. Bon, on coche toutes les cases des cadres supérieurs, hein. Gestion du stress, gestion d'un tas de choses, hein. On est vraiment dans quelque chose qui est, pour nous, pour l'instant, pas valorisé. Je pense que dans les entreprises, avoir des personnes avec toutes les compétences qu'on a réussi à mettre pour notre enfant au service d'une entreprise, ce serait extraordinaire, hein. Donc pourquoi on ne peut pas être reconnu? Pourquoi c'est si difficile? Donc voilà. Donc c'est vrai que donc un aidant est un expert. Donc avec ses compétences donc de cadre supérieur pour un défi où la notion de responsabilité nécessite de trouver un équilibre entre polyvalence et expertise aux compétences multiples. Autonomie, organisation, adaptabilité et écoute sont les enjeux clés des accompagnements de notre proche. Imagine-t-on ce que cela suppose comme responsabilité, comme engagement de chaque instant pour ceux qui accompagnent cette vulnérabilité. Nous sommes confrontés à chaque jour, chaque nuit, aux difficultés, au bonheur et aux subtilités de cet accompagnement aussi gratifiant qu'épuisant. Ayons un accès à la formation. Je n'ai pas eu le temps de développer le volet formation, mais pour développer un équilibre stratégique pour la prévention de notre enfant et de nous-mêmes. Notre présence continue devrait être soutenue par une formation solide, par des possibilités de repos, par des possibilités de choix de vie nombreuses et différents, ajustés à une diversité des situations, soutenue par des relais nombreux en établissement, lieu de vie riche de sociabilisation, d'apprentissage, de soins, ouvert sur la société, passerelle vers l'extérieur. Notre situation suscite l'indifférence des pouvoirs publics. Nous sommes invisibles, je le vois tous les jours, on est invisibles, nous sommes invisibles,
Mais bon, on n'est pas muet, donc c'est à nous de nous motiver, de motiver les gens à ce qu'on puisse avoir de l'espoir, pour proposer de l'espoir aux familles. Et par la même occasion, cet espoir sera sur le médico-social. Je vous remercie de votre attention. Je sais pas, vous m'entendez? Oui. Merci pour ce beau témoignage, ce combat, et aussi tous les besoins que vous avez soulignés et les difficultés. Ça veut dire que main dans la main, on peut quand même tous avancer, même quand ça dysfonctionne. Alors, il y aura peut-être des questions tout à l'heure. On va vous passer quelques minutes, quelques petits extraits d'un film que vous avez peut-être vu pour certains, l'extrait du film Personne, qui Les Oubliés du Ségur, c'était son deuxième titre, qui avait été réalisé par Paralysie Cérébrale, avec l'idée d'interviewer différentes familles, différents professionnels sur leur ressenti début janvier 2022. Depuis, les choses ont un petit peu évolué, légèrement évolué, mais pas complètement. La problématique n'est certainement pas que financière, ce qui était souligné dans ce film. Donc vous allez avoir quelques extraits et nous aurons après le témoignage d'un professionnel qui va monter tout à l'heure, Marie-France Cafarsi, qui est chef de service d'un foyer de vie chez Involudia et qui a eu la gentillesse de venir, pas à la dernière minute, mais presque, puisque malheureusement la personne qui devait intervenir auparavant a été dans l'incapacité de le faire pour des raisons familiales. Donc, les quelques minutes de film. Alors, vous avez là Eva Carrette et Lorraine Renberger qui ont réalisé ce film. Je parle de ce contrat moral qui a été passé entre l'État d'une part et les associations de famille. Ça, ce sont très majoritairement des associations de famille qui organisent des services aux personnes en situation de handicap. Et il y a 60 ans, ils se sont investis sans compter leurs heures bénévolement. Et le deal passé avec l'État, c'était vous donnez de votre temps, en contrepartie, on vous donne les moyens d'assurer cette mission, et quand vous serez, on va dire, au seuil de partir, quand vous mourrez, vous aurez l'assurance que votre enfant sera correctement pris en charge. Et ce contrat qui relève de l'intime, il est mis en cause parce qu'actuellement, on peut être amené, dans certaines associations sur le territoire national, à demander aux parents de reprendre leur enfant. Ce qui peut être que inquiétant quand à 80 ans, vous êtes amené à devoir reprendre votre fils qui en a 55. Vous vous posez forcément des questions sur l'avenir et vous vivez une profonde injustice parce que c'est votre enfant, c'est votre chair et ça, c'est quelque chose qui ne se mesure pas. Il faut imaginer qu'une directrice générale, si elle s'aperçoit qu'elle ne peut pas assurer la sécurité sanitaire, la surveillance de nos enfants, il est évident qu'elle va dire « vous les reprenez ». Mais si on les reprend, bon, je mets de côté nos problèmes à nous, physiques, mentaux et ainsi de suite, que ça peut déclencher. Mais chez eux, ils seront malheureux. Ils seront malheureux, ils ne verront plus, ma fille ne verra plus son copain, la sienne non plus, ainsi de suite. Et donc en fait, on les enferme. C'est bien gentil. À une époque où on n'arrête pas de nous bassiner avec l'inclusion, on est en train de les enfermer chez eux. C'est ahurissant comme système, quoi. Je veux dire, on se marche sur la tête quand on Parce que moi, j'ai ma fille, elle a 7 ans, donc elle est toute petite, et elle n'a pas du tout eu le même parcours que les vôtres. Donc moi, ma fille, elle a la remorque, bien sûr, mais elle n'y est pas à plein temps, en fait. Elle est à l'école, elle est au centre de loisirs aussi. Donc, du coup, elle est 2 nuits par semaine à la remorque. Mais si elle a pu la remorque,
Eh ben, ça veut dire que je suis obligée, moi, de me réorganiser avec mes 2 autres enfants. Et tu es mariée? Et je suis pas mariée, donc voilà, Tu es toute seule pour t'occuper de tes enfants? toute seule à m'occuper de mes enfants. Ah oui, d'accord. Donc voilà, c'est toute une organisation que je dois refaire derrière. Voilà, quand il n'y a pas de personnel, ça veut dire que je ne peux plus aller travailler pendant les 2 jours où j'ai ma fille. Et tu as une compensation financière si tu ne vas pas Non, travailler, tu n'as rien du tout. Financière, il faut que je trouve un employeur voilà, qui puisse dire voilà, bah, écoutez, on comprend que vous ne puissiez pas venir travailler, mais ça n'existe pas. Et moi, j'ai toujours eu ce sentiment d'être obligé de programmer ma vie, mon quotidien, en fonction de ma fille. Bien sûr. Je ne peux pas, il n'y a pas un instant, sauf depuis qu'elle est à l'ARIMOC en internat, là maintenant, on arrivait à avoir une relative liberté, maintenant qu'elles sont prises, Isabelle, beaucoup plus longtemps, on recommence à vivre, à se resociabiliser. Et bien, maintenant, avec ces couillonnades, on se dit, mais si jamais on va à la maison, comment on va faire? Au-delà des difficultés physiques, il va y avoir ces difficultés qui vont nous replonger 20 ans en arrière. Avec, on désociabilise l'enfant, et la famille. La personne, et on désociabilise la famille. Xavier, est-ce que tu me montres comment tu dis oui? Et comment tu dis non? Voilà, donc c'est quand même assez... Ils tenaient tous à dire que pour eux, la masse, c'est leur lieu de vie, c'est leur maison. Ils sont là quotidiennement. Ils sont entourés de professionnels qui sont là pour les aider à tout moment de la vie. Sur le moral, ça coûte beaucoup parce que ce sont des personnes avant tout. Et ils ne sont pas là que pour manger et être lavés. Parce que je vois que tout fout le camp. Tout fout le camp et ils n'ont plus cette vie-là. Et alors, ce qui est assez curieux, c'est qu'en parallèle, les lois sociales, c'est que ça. C'est-à-dire que les nouvelles lois, là, les plus récentes, dans les formations, on les apprend, c'est l'inclusion sociale, aller vers l'extérieur. Nous, l'équipe mobile, c'est un de nos objectifs, de travailler avec des réseaux dans l'inclusion. Sauf que, comment on fait si, ici, par exemple, au quotidien, déjà, on ne peut pas être là pour les soins fondamentaux, quoi. Je fais pas ça pour l'argent, parce qu'effectivement, il y a longtemps que je serais partie, je crois. Mais c'est ce contact, c'est les enfants, c'est gratifiant. Même si on obtient un minimum de progrès, on sait que c'est tellement compliqué pour eux que voilà, pour nous c'est gratifiant, c'est le lien qu'on a avec eux, la façon qu'on a de communiquer, le retour qu'eux nous en font, parce qu'on sent que voilà. Et non, moi je changerais pour rien au monde, j'irais surtout pas faire autre chose. Plus particulièrement, après je sais pas si c'est nous parce que ça nous tient à cœur, mais le polyhandicap en soi, on sent que ça intéresse personne en fait. Voilà, c'est... La valeur humaine, la valeur de l'accompagnement humain, la valeur de la relation à l'autre aujourd'hui, elle est re-questionnée. On l'a peut-être oubliée parce que dans une société où tout allait bien, l'individualisme l'a emporté. Et là, on se rend compte que l'individualisme, c'est pas la bonne réponse aujourd'hui. Et c'est peut-être une prise de conscience qu'il faut peut-être remettre en ordre nos valeurs et la valeur essentielle qui est celle de la relation humaine et de l'intérêt, du souci de l'autre. Vous avez pu le comprendre, il s'agit de quelques extraits. Je vous incite à regarder ce film auquel vous avez accès sur Internet, qui dépasse largement la question de l'absence des professionnels ou de la désinstitutionnalisation.